Elle n'était pas censée tenir une arme, encore moins ce jour-là, au milieu de la poussière brûlante et des regards moqueurs de ses camarades. Mais quand 4 coups de feu ont brisé le silence, c'est toute une unité qui a retenu son souffle. Ce qu'elle a fait ensuite a bouleversé leur destin. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, si tu aimes les récits militaires remplis de courage et de leçons de vie, abonne-toi dès maintenant, ça aide vraiment la chaîne à continuer. Adjudant Claire Morel n'avait jamais été attendu ici. Sur cette base avancée au nord du Mali, à quelques kilomètres de Gao. À 32 ans, elle était logistique, pas combattante. Son rôle se résumait à compter des caisses, vérifier du carburant, organiser les convois. Pourtant, ce matin-là, quand elle descendit du VAB avec ses cartons de matériel médical, les regards des soldats d'infanterie se croisèrent et un sourire narquois se dessina sur certains visages. « Voilà notre scribe », souffla l'un d'eux. Dans l'armée, chacun connaissait les surnoms. Les soutiers, les logisticiens, ceux qui ne tiraient pas, étaient souvent relégués au rang de figurants. Claire le savait. Elle avait appris à encaisser. Mais au fond, elle bouillonnait. Son père avait servi en Bosnie dans les années 90, son frère en Afghanistan. Elle avait choisi la logistique pour éviter les coups, disait-elle à sa mère. Mais ici, au Sahel, personne n'était vraiment à l'abri. Les convois étaient visés, les bases attaquées, et l'ennemi frappait toujours quand on l'attendait le moins. Ce matin-là, sous le soleil écrasant, elle sentait que quelque chose allait basculer. Une mission devait partir vers un petit village où circulait la rumeur d'un dépôt d'armes. 12 hommes, tous aguerris, sauf elle. Elle ne devait qu'assurer le transport de vivres et de matériel. Son FAMAS pendait mollement à son épaule, plus comme un symbole que comme une arme. Elle savait tirer, bien sûr, comme tout soldat, mais elle n'avait jamais eu à le faire autrement qu'en manœuvre. Le lieutenant Chasselou, chef de mission, lui jeta un regard froid en pointant son nom sur la liste. « Vous restez avec les véhicules, adjudant. Vous ne bougez pas. C'est clair ?» Elle hocha la tête, serrant les dents. Toujours cette place à part, celle qu'on lui imposait. Pourtant, une phrase résonnait en elle, comme une promesse silencieuse. Parfois, le destin ne te demande pas si tu es prêt. Il t'impose l'épreuve. Et au fond d'elle, Claire pressentait que cette mission n'allait pas ressembler aux autres. Le convoi quitta la base au lever du jour. 3 VAB poussiéreux avançant lentement sur une piste cabossée qui serpentait entre les collines arides. Claire était assise à l'arrière, casque vissé sur la tête, serrant son gilet comme pour s'y accrocher. L'air brûlant s'engouffrait par les interstices, chargé de sable fin qui collait à la peau et aux lèvres. Devant elle, les hommes discutaient à voix basse, échangeant des blagues militaires, certaines à peine voilées sur sa présence. Elle n'y répondit pas, mais chaque mot entaillait un peu plus son silence. Elle savait qu'il la voyait comme un poids mort, une bouche inutile à protéger si ça tournait mal. Pourtant, son regard restait fixé sur l'horizon, attentive aux moindres détails. Le Sahel n'était pas une terre neutre. Un âne attaché au mauvais endroit, une carcasse de voiture trop récente, un village déserté trop vite. Chaque signe pouvait être un piège. Son père lui avait répété un jour avant de mourir. En opération, le danger n'est jamais là où tu le regardes, mais là où tu ne veux pas voir. Après 2 heures de route, le convoi atteignit une petite vallée encaissée. Le lieutenant donna l'ordre de s'arrêter, jugeant que la zone offrait un bon point pour observer les alentours. Claire descendit du véhicule, s'épongeant le front avec son foulard de sable. Les soldats se dispersèrent pour sécuriser le périmètre, mais elle remarqua une tension inhabituelle dans leurs gestes. Trop de silence, trop d'immobilité dans les collines qui entouraient la vallée. Elle ouvrit une caisse de vivres pour s'occuper, mais ses yeux balayaient instinctivement les crêtes. Elle se rappela soudain une anecdote de son frère en Afghanistan. Quand tout est trop calme, c'est que tu es déjà visé. Son souffle se coupa une seconde, ses doigts se crispèrent. Elle voulut prévenir, mais à cet instant, 4 coups de feu claquèrent d'en haut, nets, précis, résonnant comme des marteaux sur l'acier. Un cri, puis 2 hommes tombèrent au sol, frappés. Les autres se jetèrent à couvert dans un chaos de sable et de cris. Claire se retrouva plaquée contre le VAB, son cœur battant à rompre sa poitrine. L'embuscade avait commencé, et elle comprit d'un seul regard qu'ils étaient encerclés. L'ennemi avait l'avantage de la hauteur, l'effet de surprise
Et eux, coincés dans le goulet de la vallée, n'avaient aucune échappatoire immédiate. Les premières secondes de l'embuscade furent un ouragan de sons et de poussière. Les tirs crépitaient depuis les crêtes, des rafales sèches qui ricochaient sur les blindages et arrachaient des éclats de roches. Le sable se soulevait en nuages opaques, mêlés à l'odeur âcre de la poudre et du métal chauffé. Les cris des blessés coupaient l'air comme des lames, et chaque impact résonnait dans la poitrine de Claire comme un coup de tonnerre. Elle se plaqua contre la roue du Vabé, ses mains tremblant malgré elle. Son esprit rationnel criait « Tu n'es pas combattante. Reste à couvert. Attends les ordres. » Mais son instinct lui hurlait que si rien n'était fait, ils seraient tous écrasés ici, dans cette gorge de pierre. Le lieutenant Chasseloup était déjà à la radio, la voix tendue, réclamant un appui aérien, mais les minutes s'écoulaient comme des heures et aucun renfort ne venait. Les deux hommes touchés gisaient à découvert, l'un d'eux hurlant encore, l'autre immobile, peut-être déjà mort. Un caporal tenta de ramper pour les rejoindre, mais une rafale le cloua au sol à quelques mètres à peine. La situation était claire. Les tireurs ennemis, bien postés en hauteur, dominaient totalement le terrain. Les armes automatiques des Français répondaient, mais leurs angles de tir étaient trop bas. C'était un massacre en attente. Claire sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Autour d'elle, chaque soldat se battait pour survivre, mais elle n'était censée être que l'ombre, l'observatrice. Pourtant, son regard se fixa sur la bâche mal arrimée à l'arrière du second Vabé. Elle savait ce qui se trouvait dessous. Une mitrailleuse lourde, habituellement montée sur affût, inutilisée pour ce convoi. Personne n'y pensait dans le tumulte, chacun trop occupé à riposter à l'aveugle. Elle, par contre, la voyait. Et quelque chose, au fond de ses tripes, se réveilla. Les souvenirs de son enfance rejaillirent brutalement. Son père, ancien militaire, l'entraînant à la chasse dans les forêts du Jura, lui apprenant à viser calmement malgré le bruit, à respirer entre deux battements de cœur, à se concentrer jusqu'à oublier la peur. Ses doigts se crispèrent autour de son FAMAS, puis se relâchèrent. Elle savait qu'elle n'aurait jamais la précision ni la puissance nécessaires avec cette arme. Mais cette mitrailleuse lourde, si elle parvenait à l'installer et à la pointer vers les crêtes, pouvait renverser l'équilibre. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Elle jeta un coup d'œil au lieutenant, accroupi derrière un rocher, occupé à crier des coordonnées. Personne ne la regardait. Personne n'attendait rien d'elle. C'était maintenant ou jamais. Elle inspira profondément et dans le tumulte de la bataille, prit la décision qui changerait à jamais sa place parmi eux. Claire rampa dans la poussière, son gilet frottant contre les cailloux brûlants, chaque mouvement résonnant dans sa tête comme une trahison silencieuse. Elle se sentait vulnérable, exposée, mais ses yeux restaient fixés sur cette bâche qui ondulait légèrement sous le souffle du vent. Autour d'elle, les balles sifflaient, déchirant l'air d'un son aigu comme des frelons mortels. Elle entendait les rafales des AK ennemis, plus graves, plus chaotiques que les tirs secs des FAMAS français. Elle savait reconnaître le rythme, et ça la terrifiait. Ils étaient nombreux, organisés, disciplinés dans leurs tirs croisés. Elle atteignit enfin l'arrière du VAB. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tira sur la bâche. Le métal noir apparut, massif, presque intimidant. La mitrailleuse lourde FN Mag, posée là, inutilisée. Elle en connaissait la mécanique, bien sûr, les exercices, les cours, les démonstrations. Mais jamais elle n'avait eu à la manœuvrer sous le feu réel, dans un goulet de montagne, avec la vie de toute une unité suspendue à la cadence de ses tirs. Une voix en elle criait « Tu n'as pas le droit, tu n'es pas formé pour ça, tu vas te faire tuer, et les autres avec toi. » Mais une autre, plus profonde, plus viscérale, murmurait « Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Et ils mourront tous ici. » Ses doigts trouvèrent le verrou, ses gestes hésitants se transformant peu à peu en réflexes. Elle installa l'arme sur son affût improvisé, un caisson de munitions empilé pour lui donner un angle. Ses mains, tachées de sable, glissaient, mais elle serra les dents et ajusta la sangle. Elle tira la culasse, sentit le métal chanter sous ses doigts. La bande de munitions s'enclencha dans un cliquetis sec qui fit vibrer son cœur. Elle leva les yeux vers la crête. Elle distinguait les silhouettes ennemies, minuscules mais nettes, se mouvant entre les rochers. Ils dominaient tout. À ce moment-là,
Un soldat français la remarqua. Le caporal Lemoine, planqué derrière une roue, l'aperçut et écarquilla les yeux. « Mais qu'est-ce que vous foutez, adjudant » cria-t-il en couvrant sa voix sous les tirs. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas le temps d'expliquer, pas le droit d'hésiter. Elle cala son épaule, inspira profondément et pressa la détente. Le rugissement de la mague explosa, couvrant un instant tous les autres sons. La première rafale arracha des gerbes de poussière sur la crête, forçant les tireurs ennemis à se planquer. L'arme vibrait entre ses mains, chaque impact envoyant une secousse dans tout son corps. Elle ajusta, corrigea son tir, ses yeux suivant le tracé invisible des balles qui creusaient la pierre. Son souffle devint mécanique. Viser, tirer, corriger. Autour d'elle, les soldats français la regardaient, stupéfaits. Certains en oublièrent presque de tirer, tant l'incongruité de la scène les frappa. Cette femme, logistique, reléguée aux caisses et aux formulaires, déversait maintenant une pluie de feu qui faisait taire les mitrailleuses adverses. Les premières secondes de choc passées, un sergent cria « Couvrez-la, donnez-lui du champ !» Et soudain, toute l'unité sembla reprendre espoir. Chaque tir ennemi qui se taisait sous ses rafales ouvrait une brèche dans l'étau qui les étranglait. Elle sentait la chaleur de l'arme contre sa joue, le sable collé à sa peau en sueur, mais son esprit était ailleurs. Elle revoyait son père, son frère, les exercices, les mots durs de ceux qui la sous-estimaient. Elle n'était plus la logisticienne transparente. Elle était la ligne de défense, l'arme que personne n'attendait. Puis, au loin, elle aperçut un mouvement. Une silhouette ennemie tentait de contourner par le flanc gauche, traînant une arme plus lourde, probablement un RPG. Son cœur s'arrêta une seconde. Elle pivota la mague, visa, retint sa respiration comme on lui avait appris enfant. Une rafale, brève, chirurgicale. La silhouette s'effondra dans un nuage de poussière. Elle relâcha enfin son souffle, le corps tremblant mais les yeux brûlants d'une détermination nouvelle. Elle venait de franchir une ligne invisible. Il n'y aurait plus de retour en arrière. Le vacarme de la mague emplissait toute la vallée, chaque rafale résonnant comme un tonnerre métallique contre les parois rocheuses. Claire tenait bon, ses mains crispées sur les poignets, ses yeux fixés sur la crête où les silhouettes ennemies tentaient encore d'ajuster leurs tirs. Elle savait que chaque seconde gagnée pouvait sauver un camarade, mais aussi l'enfoncer, elle, dans une zone interdite. Elle n'était pas là pour ça. Elle n'avait aucun ordre pour ça. Et pourtant, sans elle, l'unité serait déjà écrasée. Le lieutenant Chasseloup surgit à ses côtés, son visage ruisselant de sueur, couvert de poussière. Ses yeux flamboyaient de colère et d'incrédulité. « Morel, vous êtes folle! Cessez immédiatement, c'est un ordre !» hurla-t-il, tentant de couvrir le vacarme de la mitrailleuse. Mais sa voix se perdit dans le chaos. Claire, le souffle court, ne tourna même pas la tête. Elle voyait déjà un autre mouvement en haut, une mitrailleuse ennemie repositionnée, prête à arroser leur repli. Si elle cessait maintenant, c'était fini. Elle serra les dents et appuya de nouveau, la bande de munitions claquant et défilant entre ses doigts. « Elle va nous faire tous buter avec ses conneries !» cria un caporal à proximité. Mais quelques secondes plus tard, il se jeta à côté d'elle, épaulant son FAMAS pour couvrir son flanc. La contradiction était là. Son acte de désobéissance effrayait, choquait, mais offrait à chacun un souffle vital. Les hommes le comprenaient malgré eux. Peu à peu, les regards changeaient. Les insultes étouffées laissaient place à une coordination instinctive. Certains rechargeaient plus vite, d'autres se plaçaient pour couvrir les angles. C'était comme si le chaos trouvait enfin une forme. Les minutes s'écoulaient comme des heures. La chaleur de la culasse brûlait ses mains malgré les gants, l'odeur de poudre saturait l'air et la sueur coulait dans ses yeux. Elle voulait lâcher, son corps hurlait de fatigue, mais ses souvenirs la tenaient debout. Elle revoyait les soirs d'hiver, son père lui répétant « Quand tout le monde baisse les bras, c'est là que tu dois tenir ». Elle avait baissé les bras toute sa carrière, acceptant les moqueries, la place de l'ombre. Pas aujourd'hui, pas ici. Puis, soudain, un impact violent secoua le Vabé. Une roquette venait de frapper la paroi à une dizaine de mètres, projetant un nuage de poussière brûlante. Claire se retrouva projetée en arrière, ses oreilles sifflant d'un bourdonnement assourdissant. Elle vit flou pendant quelques secondes, ses mains cherchant désespérément la poignée de l'arme. Autour d'elle, les cris fusaient.
RPG! RPG! 2 soldats traînaient un blessé en sang, le lieutenant vociférait encore dans sa radio, et au-dessus d'eux, la crête ennemie vomissait des flammes. Claire comprit qu'elle avait ouvert une brèche, mais que ce n'était pas suffisant. L'ennemi commençait à se réorganiser, à corriger ses erreurs. Si elle ne reprenait pas le feu, ils allaient être submergés. Elle roula sur le côté, cracha la poussière qui emplissait sa bouche et se hissa de nouveau vers la mague. Son bras gauche tremblait, endolori par le souffle de l'explosion, mais sa main droite trouva la détente. Elle tira encore, ses yeux larmoyants cherchant la prochaine cible. Elle vit alors quelque chose qui la glaça. Un petit groupe d'ennemis descendait discrètement par un sentier caché, sur leur flanc droit. Si ces hommes atteignaient la position, c'était fini. Une attaque rapprochée signerait leur mort. Claire hurla d'une voix rauque, déchirée par la poussière. À droite, sur le flanc. Les soldats tournèrent leurs armes, mais elle était la seule avec la puissance de feu suffisante pour les stopper net. Elle pivota la mague, son corps criant de douleur, et arrosa le sentier. 3 silhouettes tombèrent. 2 autres se dispersèrent en dévalant en arrière. Son regard croisa brièvement celui du lieutenant, juste derrière son casque couvert de sable. Ce regard n'était plus le même. Plus de mépris, plus de colère, seulement une compréhension brutale. Il savait, à cet instant précis, que sa survie et celle de ses hommes tenaient à cette femme qu'il voulait faire taire quelques minutes plus tôt. Mais aucun mot ne fut échangé. Tout se jouait dans le vacarme des balles et le feu qui recouvrait la vallée. Claire, haletante, le visage noirci par la poudre et la poussière, savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Elle avait désobéi, mais elle avait aussi empêché le massacre. Et maintenant, il n'y avait plus qu'une seule vérité qui régnait: tenir ou mourir. Le temps avait perdu toute consistance. Pour Claire, chaque seconde derrière la mague s'étirait comme une éternité. Ses bras tremblaient, sa nuque était glacée de sueur, et chaque rafale lui arrachait une douleur vive dans l'épaule meurtrie par le souffle de l'explosion. La bande de munitions s'amincissait à vue d'œil, et avec elle, leur chance de tenir encore. Elle tira encore, jusqu'à ce que le cliquetis sec d'une arme vide brise le rythme. Plus de cartouches. Silence brutal. Ce silence fut pire que le vacarme. Pendant une fraction de seconde, il n'y eut plus que le souffle des hommes et les cris lointains des talibans qui s'organisaient. Claire leva les yeux. Sur la crête, des silhouettes avançaient déjà, sûres de leur victoire. Elle chercha frénétiquement une autre bande, mais ses doigts tremblaient trop, incapables d'accrocher correctement le métal. Un caporal s'agenouilla à côté d'elle, tentant d'insérer la nouvelle munition, mais une balle lui transperça la jambe et il s'écroula en hurlant. Claire, paniquée, se jeta sur la bande, ses mains couvertes de sang qui n'était pas le sien. Le lieutenant Chasseloup, lui, avait compris. Dans sa radio, sa voix brisée crachait « Ici Alpha 3, on va être submergé. Besoin d'appui immédiat ou on est fini ?» Mais les ondes ne rendaient que des parasites. Aucun renfort, aucun hélico, rien. Ils étaient seuls. Les tirs ennemis s'intensifiaient, une pluie d'acier s'écrasant contre les rochers, ricochant dans un vacarme de fin du monde. Un RPG explosa à quelques mètres du Va-B, projetant une vague de chaleur et de gravats qui fit basculer Claire en arrière. Elle sentit ses tympans céder dans un bourdonnement sourd, ses yeux se remplirent de poussière brûlante. Elle voulut se relever, mais son corps ne répondait plus. Elle vit flou, ses camarades se repliant en désordre, certains blessés rampant dans la poussière. À travers le chaos, elle distingua un soldat inconscient traîné par 2 autres, le sang s'étalant derrière lui comme une traînée écarlate. Le sol vibrait sous les rafales ennemies, le ciel semblait s'assombrir, et une pensée glaçante traversa son esprit. C'est fini. On ne sortira pas d'ici. Dans cet instant suspendu, ses souvenirs revinrent. Le regard sévère de son père lui ordonnant de ne jamais céder. Les hivers glacés à guetter les loups avec une vieille carabine. Les rires moqueurs des instructeurs qui disaient qu'elle n'avait pas l'étoffe. Tous ces fragments de vie, comme si sa mémoire défilait avant l'impact final. Elle serra les poings, chercha encore la détente de la mague. Mais il n'y avait plus rien. Le vide. Alors, du fond de la vallée, monta un hurlement qui fit taire un instant son désespoir. Un son de rotor, lourd, oppressant, qui déchirait le ciel. Elle crut d'abord halluciner, mais non.
Les nuages bas se fendaient sous le vacarme d'un tigre français qui surgissait enfin, ses roquettes brillant comme des éclairs dans la nuit. Une seconde plus tard, la crête ennemie explosa dans une pluie de feu et de poussière. Les talibans furent balayés, projetés comme des pantins désarticulés. La lumière des impacts illumina le visage de Claire, couvert de sueur, de sang et de poussière. Elle resta figée, incapable de croire ce qu'elle voyait. Ses mains tremblaient encore, son cœur battait à s'en rompre, mais une vérité s'imposait. Il venait de survivre à l'impossible, non pas grâce au renfort qui arrivait trop tard, mais parce qu'elle avait tenu, seule, au moment où tout semblait perdu. Autour d'elle, les hommes criaient, certains de joie, d'autres de douleur. Le lieutenant, lui, resta un instant muet, fixant Claire avec ce mélange de honte et de reconnaissance qu'aucune parole ne pouvait effacer. Dans ce silence, entre deux salves du tigre, elle comprit, son destin venait de basculer, et plus rien, désormais, ne serait comme avant. Le vol de retour vers la base était plongé dans un silence pesant. À l'intérieur du NH-90 qui les ramenait, les blessés gémissaient, allongés sur des brancards improvisés, tandis que les hommes encore valides restaient assis, la tête basse, prisonniers de leurs pensées. L'odeur métallique du sang se mêlait au kérosène, saturant l'air. Claire, elle, n'avait pas prononcé un mot depuis l'assaut. Ses mains, couvertes de poussière et de sang séché, restaient crispées comme si elle tenait encore la poignée de la mague. Le lieutenant Chasseloup l'observait à la dérobée. Il avait vu ces hommes tomber, il avait vu l'unité vaciller, et il savait parfaitement que sans elle, aucun ne serait rentré. Mais à mesure que l'hélicoptère s'approchait de la base, une autre peur l'envahissait. Comment expliquer à l'état-major qu'une simple photographe, une civile en uniforme, avait tenu la ligne alors que lui, officier formé et armé, avait failli tout perdre? À l'atterrissage, ils furent accueillis par une effervescence inhabituelle. Les blessés furent immédiatement pris en charge, les survivants conduits vers l'infirmerie pour un débrief médical. Mais très vite, Claire fut isolée. Un capitaine de gendarmerie militaire l'attendait déjà, bloc-notes à la main, regard froid. « Sergente Claire Besson, vous allez me suivre. » Pas un mot de remerciement, pas un regard de reconnaissance, seulement l'ordre sec et impersonnel d'un protocole militaire. Elle fut conduite dans une salle nue, une table métallique, 2 chaises et une caméra fixée dans un coin. L'interrogatoire dura des heures. On lui demanda pourquoi elle avait touché à une arme qui ne lui était pas attribuée. Pourquoi elle avait pris la décision d'ouvrir le feu sans ordre explicite. Pourquoi elle avait outrepassé ses fonctions. Chaque question sonnait comme une accusation. Elle tenta d'expliquer, sa voix tremblant de fatigue. « Si je n'avais rien fait, ils seraient tous morts. Vous ne comprenez pas? Ils étaient déjà sur nous. » Mais le capitaine restait de marbre, notant froidement chaque mot. De l'autre côté du mur, certains officiers suivaient l'échange. Parmi eux, un colonel de l'état-major qui connaissait déjà la situation de Falcon. Il resta silencieux, les bras croisés, écoutant les arguments, observant les images que les drones et les hélicoptères avaient capturées. Les preuves étaient irréfutables. Une femme qui n'aurait jamais dû tenir un fusil avait stoppé l'assaut, gagnant le temps nécessaire pour sauver au moins 20 vies. Pendant ce temps, dans les baraquements, les survivants parlaient. D'abord à voix basse, comme si l'armée pouvait les entendre, puis de plus en plus fort. Le récit circulait. Elle a tenu la MAC seule. 4 bandes de munitions. Elle n'a pas reculé. Les plus jeunes la regardaient déjà comme une légende vivante. Certains parlaient de demander une citation, d'autres murmuraient qu'elle finirait sanctionnée, parce qu'ici, le règlement pesait parfois plus lourd que la vérité. Claire, assise seule dans sa cellule provisoire, n'avait aucune certitude. Les cris de ses camarades lui revenaient sans cesse, la chaleur de l'explosion, le poids de la mitrailleuse dans ses bras tremblants. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix, ou si, en brisant les règles, elle avait signé la fin de sa carrière. Ce soir-là, le colonel entra enfin dans la pièce. Il s'assit face à elle, posa le rapport d'interrogatoire sur la table et resta silencieux quelques secondes. Son regard était dur, mais derrière, il y avait autre chose, comme un doute. Enfin, il parla. « Vous avez désobéi, c'est un fait. Mais vous avez aussi sauvé des vies, et ça, aucun rapport ne pourra l'effacer. »
Il se leva, laissa le dossier sur la table et ajouta en se dirigeant vers la porte. La France a parfois besoin de soldats qui savent quand briser les règles. Mais sachez que ce choix aura un prix. La porte claqua, la laissant seule avec ces mots qui résonnaient comme une promesse autant qu'une menace. Claire comprit alors que la bataille ne faisait que commencer. Pas contre les talibans, mais contre son propre camp. Les jours qui suivirent furent étranges. Claire était encore officiellement en observation, assignée à la base, mais partout où elle passait, les regards se détournaient ou se figeaient. Certains gradés voyaient en elle une menace, un précédent dangereux, une photographe qui avait osé devenir combattante. Mais pour les soldats revenus vivants de cette embuscade, elle était déjà autre chose, un exemple. Pas parce qu'elle avait tué, mais parce qu'elle avait refusé de rester spectatrice pendant que ses frères d'armes tombaient. Lorsqu'elle fut enfin convoquée à l'état-major, elle s'attendait à entendre le verdict. Sanction, renvoi, peut-être même humiliation publique. Mais le colonel la surprit. Il n'y eut ni cérémonie, ni discours. Juste une feuille glissée devant elle, signée au plus haut niveau. Citation à l'ordre de la brigade, proposition pour une décoration discrète, mais réelle. Avec une note finale, manuscrite. Votre arme était un appareil photo, mais ce jour-là, vous avez choisi de porter un poids que peu auraient eu la force de soulever. De retour au camp, ce n'est pas un colonel qui l'attendait, ce furent ses camarades. Ceux qui avaient survécu grâce à elle. Pas d'applaudissements, pas de mots grandiloquents. Simplement une accolade, un regard, un merci murmuré dans le silence de la nuit. Et pour Claire, c'était bien plus que toutes les médailles du monde. Des mois plus tard, lorsqu'elle rentra en France, elle retrouva la quiétude des paysages normands et la douceur trompeuse de la vie civile. Mais à chaque fois qu'elle croisait un lever de soleil, elle se rappelait ce matin-là, dans les montagnes afghanes, quand elle avait dû choisir. Rester photographe ou devenir soldat. Observer ou agir. Elle comprit alors la véritable leçon. Dans la vie, nous n'avons pas toujours le luxe de choisir le rôle qu'on voulait jouer. Parfois, les circonstances nous jettent en première ligne. Et dans ces instants, ce n'est pas le grade, ni la fonction, ni même l'entraînement qui compte. C'est la décision de ne pas détourner le regard. Car le courage, au fond, ce n'est pas l'absence de peur. C'est de faire ce qui doit être fait malgré la peur. Et ce jour-là, Claire avait choisi. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors prends une seconde, abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like. C'est le meilleur moyen de soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle au cœur. Dis-nous aussi en commentaire d'où tu nous regardes, on lit tout et ça fait vraiment plaisir de vous connaître. Ton soutien compte et d'autres récits bouleversants arrivent bientôt.